pour l'invitation et Thank you very much for inviting me, and I will apologize once again for not speaking French this afternoon. It is not my mother tongue. It's also difficult for me to talk about science in French. I'll switch to English. Le rôle de la nutrition parentérale. Eh bien, avant de parler de parentérale, il faut parler de nutrition entérale. Vous savez que souvent, elle ne donne rien chez les patients que nous devons traiter. Voilà mes déclarations de conflit d'intérêts. De quoi vais-je donc parler? Eh bien, chez tous les patients chez qui nous tentons une nutrition entérale, est-il nécessaire d'ajouter une nutrition parentérale pour que nous soyons certains d'atteindre les critères que nous avons fixés pour un patient de manière précoce? Voici donc comment cette étude a été structurée. Je vais vous parler brièvement de mon étude et vous donner quelques données pour contrer certaines des critiques que l'on m'a faites ces dernières années. Voici le principe. Essai de nutrition entérale sans savoir si on doit apporter un complément parentéral. L'étude qui a été menée a été assez importante. C'était une étude non sélective. Tout patient, tout venant, pour avoir un groupe représentatif des patients qui nous arrivent en soins intensifs, sans les sélectionner. Nous avons identifié les patients à risque sur la base de leur score NRS. Vous savez que s'il est supérieur à 3, égal ou supérieur à 3, il faut préparer un plan d'alimentation avec les outils, si limités qu'ils soient, dont nous disposons. Voilà donc les critères. Donc, égal ou supérieur à 3. Ils arrivent généralement en soins intensifs rapidement, en réa rapidement, mais on ne le sait pas. Donc, on peut anticiper un léger effet. Donc, nous avons augmenté les chiffres pour qu'ils soient statistiquement significatifs chez les patients à risque. Donc, on voit d'ailleurs qu'il y a sepsis chez plus de 20, chez à peu près 22% chez les patients admis, une admission en urgence chez à peu près 41% d'entre eux. Donc il s'agit d'alimentation entérale et parentérale, comme vous voyez à l'écran. Nous avons défini l'apport énergétique. Nous avons défini une équation qui est basée sur le poids idéal corrigé du sexe et de l'âge. Les calories administrées, nous sommes dans la fourchette proposée par l'orateur précédent. Nous ne savons pas si la fourchette est bonne, mais en tout cas, c'est celle que nous avons choisie. Après une semaine, s'ils étaient encore en réanimation, on ajoutait une nutrition parentérale à la nutrition entérale. C'est ce que dit l'état de l'art. La nutrition entérale a commencé rapidement, à J2 après admission. Les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux ont été administrés par voie intraveineuse très précocement. Pourquoi? Non pas parce que nous savons que c'est nécessaire, mais parce que nous savions qu'il s'agissait d'un facteur confondant. Si seulement le groupe parentéral avait reçu, et uniquement eux, de manière précoce, ça aurait été un facteur confondant. Donc nous l'avons administré aux deux groupes. Nous avons évité toute surnutrition et bien sûr toute hyperglycémie. Ce qui a signifié que nous avons eu besoin de plus d'insuline dans le groupe PN précoce. Vous avez ici les deux groupes, nutrition parentérale précoce et tardive en rouge et en bleu. Vous voyez le nombre de patients admis et le nombre de patients qui sont sortis vivants. Nous savons qu'à partir d'un certain nombre de jours, vous voyez donc qu'il y a une séparation de la courbe, que les patients qui ont reçu une nutrition parentérale plus tardive ont eu un meilleur taux de survie. Vous voyez ici ce que nous disons dans notre document, dans notre article, les chiffres, une nutrition parentérale précoce ou tardive donne des résultats différents. Le protocole utilisé, eh bien, préconisait
du glucose dans les premiers jours avec apport calorique graduel et seulement après 3 jours, association avec une nutrition parentérale de protéines de glucose et de minéraux. On voit donc l'effet négatif de la nutrition parentérale après du glucose administré en premier jour. C'est ce qu'on nous critique. Donc j'aimerais répondre à cela. D'abord, les courbes de résultats sont les mêmes, sont superposables jusqu'au matin qui suit les 3 premiers jours. Donc au matin de J plus 4. Pas de différence les 3 premiers jours. Le 4e jour, avec un peu d'imagination, on peut se dire que les courbes commencent à se séparer, à se distinguer. Mais après, après qu'elles se séparent, cette différence reste stable. Donc la différence se joue vraiment entre le J4 et J8 pendant l'apport de nutrition parentérale. Donc la question porte sur la toxicité du glucose ou des acides aminés. Est-ce qu'il y a toxicité? Nous avons également tenté de répondre dans une analyse post-hoc. Nous avons analysé le risque ou le rapport bénéfice-risque pour le glucose. Un effet neutre est apparu, ni avantage ni inconvénient. En ce qui concerne les acides aminés, surtout dans les premiers jours d'administration, peuvent expliquer la détérioration ou l'effet négatif. Ça, c'est une étude pour post-hoc, pour ce qu'elle vaut. Puis, nous avons également mesuré d'autres critères secondaires, baisse du nombre d'infections, je vous laisse le lire, parce qu'il y avait une ventilation mécanique plus courte. Je vous laisse lire donc ce qui est sur cette diapo. Puis, la controverse est apparue. Où nous trouvons-nous aujourd'hui? D'autres études entre-temps ont paru, il faut les étudier, comprendre pourquoi. Elles donnent des résultats différents. L'étude Eden, une bonne étude sur l'alimentation entérale seulement, une étude sur la nutrition parentérale précoce publiée par un groupe canadien, notre étude, l'étude SPN et l'étude TICACOS, calorimétrie indirecte, qui fait la preuve du concept. Une étude très petite, mais cela permet quand même de voir les données, de les comparer entre ces différentes études. Vous avez ici l'apport calorique total chez les populations de patients différentes, le groupe témoin en rouge et le groupe de patients sur lequel nous sommes intervenus en bleu. Les deux courbes sont différentes, très pleins ou très hachés en ce qui concerne la nutrition parentérale ou entérale, mais j'y reviendrai plus tard. Commençons par le milieu. C'est là où la différence est la plus frappante. Les deux groupes ont vraiment un apport calorique différent. Ici, on est côté bas de l'apport calorique. Les deux autres études analysent des stratégies qui prévoient un apport calorique important. Notre étude est la seule qui montre un effet négatif. Ici, les résultats sont neutres. Pas de différence remarquée dans l'étude. Et ici, il y avait un troisième critère d'évaluation. Réduction du nombre de jours sans ventilation. Mais pour le reste, tout était pareil. Pour notre étude, les résultats étaient bien plus négatifs pour le groupe bleu. Ici, je ne suis pas d'accord avec l'orateur précédent qui a dit que cette étude montre qu'il y a des avantages. Il y avait certes un nombre d'infections moindre pour le groupe ayant reçu plus de calories. La randomisation a commencé à J4 et les données rapportées par l'orateur précédent portent sur J28, alors qu'au début, on voit une vraie différence. Pour cette étude, ici, pas vraiment de différence. Là encore, je me mets en porte-à-faux par rapport à l'orateur précédent. Pas d'aggravation de la morbidité. Alors, est-ce que je surinterprète ceci? La nutrition, qu'elle soit entérale ou parentérale, ne fait pas beaucoup de différence. Mais si on regarde les deux extrêmes de ces groupes, on voit quand même qu'il y a un effet négatif, léger.
Alors, il pourrait y avoir un gros impact en termes de récupération. Est-ce que la récupération est plus rapide? Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de récupération? Les patients nous arrivent, présentent une détérioration des cellules, il faut régler cela. Donc il faut éliminer toutes les cellules détériorées. Je vais vous en raconter la physiopathologie. Le seul système qui permet de se débarrasser des protéines détériorées, c'est l'autophagie. Il y a fusion avec les lysosomes, dégradation du produit protéinique et lyse, auto-lyse. Donc, élimination du problème. C'est un phénomène qui entre en jeu lorsqu'on est malade. Si vous apportez une alimentation, vous supprimez ce système, vous le réprimez. D'où vient l'idée? Sur un modèle murin où il n'y a pas d'autophagie, on voit les mêmes changements myopathiques dans les muscles que ceux que présentent nos patients. Première observation intéressante. Le système est très supprimé, réprimé par les nutriments, c'est-à-dire les facteurs de croissance qui sont apportés par l'alimentation, notamment les acides aminés. Ce sont les agents suppresseurs les plus importants. Pour les études d'état critique chez les animaux, nous avons un modèle de brûlure où il n'y a pas possibilité de guérison. Pendant ces quelques jours critiques, vous apportez une alimentation intraveineuse, soit enrichie soit en protéines, glucose ou acides aminés. On voit qu'on n'aide pas l'animal. La détérioration musculaire que l'on voit pendant la maladie se trouve aggravée notamment par le biais d'une nutrition enrichie en acides aminés ou en lipides, par opposition au jeûne ou à une alimentation enrichie en glucose. Le modèle animal est peut-être discutable, mais il a prouvé notre concept. Nous avons également fait l'étude des marqueurs qui montrent qu'il y a l'accumulation d'agrégation de protéines, surtout dans les groupes ayant reçu un mélange enrichi d'acides aminés. Voici où se trouve l'interruption du cycle, probablement. Et c'est ce qui m'a mené à mon hypothèse et qui a fait que j'ai recommencé l'étude clinique. Nous pensons qu'une nutrition parentérale précoce ou toute alimentation précoce peut ralentir la dégradation des muscles, mais par la suppression de l'autophagie peut également empêcher la clairance des organelles et des agrégats de protéines endommagés, ce qui met en danger la fonction musculaire et aggraver cette faiblesse qui s'installe en réanimation. Donc, cette énergie qui est brûlée, eh bien, c'est un avantage partiellement. Ce n'est pas parce qu'on perd de la masse que l'on voit son état s'aggraver. En tout cas, c'est notre hypothèse que nous avons essayé de prouver. Comment y sommes-nous parvenus? Nous avons étudié les essais randomisés pour voir quel était l'effet clinique sur la faiblesse qui s'installe en réanimation. Donc, sur 600 patients. Donc, ça, c'est l'étude clinique. Et l'étude mécanique, l'effet sur l'atrophie et l'autophagie. Arrêt de la clairance sans alimentation. Et nous sommes donc concentrés sur les patients en état vraiment critique qui restent plus de 8 jours en réanimation. Donc, en sélectionnant la population des patients ici à J8, on introduit un risque de biais très important parce que l'intervention a un impact sur le nombre de patients toujours présents. Pas les mêmes patients qu'à J1. Il faut donc corriger ce biais. Comment l'avons-nous fait? Bien, les patients sortent soit en vie, soit décèdent. Eh bien, il faut mesurer les choses chez les patients qui ont changé
de départements qui sont sortis de réanimation vivants et qui sont ailleurs. Donc, on les a appariés avec les patients qui étaient encore en réa. Voici les détails résumés. Donc, un séjour de plus de 8 jours en réa avec un échantillon aléatoire de patients ayant eu un séjour plus court. Nous avons évalué les patients 3 fois par semaine. Les patients doivent être éveillés et pouvoir répondre aux consignes pour qu'on puisse quantifier leur masse musculaire et la force musculaire. Et bien sûr, je reconnais que l'on élimine ainsi tous les patients qui ne sont pas répondeurs. Il faut être éveillé, il faut pouvoir répondre aux consignes. Évaluation à J8, puis ensuite par des physiothérapeutes formés, mais qui ne savaient pas à quoi ils participaient. Ici, une étude sur biopsie, toujours un échantillon de patients pris en réa. Voici les patients inclus dans cette étude. Pour les patients souffrant de sepsis, on est déjà à plus de 40%. Et ici, 60% dans les deux études, d'une part clinique, de l'autre sur biopsie. Donc, ils sont arrivés par les urgences en forte majorité. Donc, quel effet sur la faiblesse musculaire? Le MRC Sum Score inférieur à 48, donc faiblesse ou pas musculaire. Chez ceux ayant reçu une nutrition parentale tardive, on voit une faiblesse moindre. Donc, lorsqu'on les met à jeun, en quelque sorte, on a une moindre progression de la faiblesse musculaire. Puis, nous avons étudié la récupération du muscle, c'est-à-dire un score qui remonte autour de 48. Nutrition tardive, récupération plus rapide. C'est ce qui se corrèle avec le concept d'autophagie. Est-ce que ce n'est qu'une hypothèse? Est-ce que les données issues des biopsies le confirment? Donc, d'abord, nous ne souhaitons pas gaspiller cette masse de cellules actives. Les muscles en font partie. Donc, on a mesuré la densité des myofibres. Elle est plus faible par rapport aux témoins, mais l'alimentation n'a pas d'effet sur la densité des myofibres. Pour ce qui est de la section des fibres, quelle est leur épaisseur, quelle est leur répartition, il y a un décalage, enfin une dérive vers les cellules plus fines. Et la masse musculaire n'est pas conservée grâce à la nutrition. L'expression des gènes dans les protéines myofibrillaires, on ne fabrique pas de protéines de muscles. L'alimentation ne permet pas de renforcer cette production. Le MURF et l'atrogène, il s'agit de la voie ubiquitine-protéasome. On voit une augmentation, mais pas sous nutrition. Donc, on pense qu'on a un effet en apportant une nutrition, mais en fait, cela n'est pas avéré. Et c'est conforme à des données recueillies au cours d'une étude sur scan. Nous avons apparié des patients pour voir quelle était la perte de muscle par rapport à la perte en graisse, l'évolution vers le bas de la masse musculaire est la même quelle que soit l'alimentation. Par contre, on voit des petites gouttelettes de graisse à survenir dans le muscle avec la nutrition. Donc, on ne construit pas du muscle, on construit de la graisse en apportant une nutrition. Voici le ratio LCT3,2 sur LC3,1. C'est la clairance suite à l'autophagie. Voici le témoin où ça ne devrait pas être actif. Ici, le groupe rouge mis à jeûne nourri tardivement. Et on voit que l'autophagie n'est pas déclenchée au moment où on apporte une nutrition. L'ubiquitine, on voit que la non-alimentation protège les protéines. C'est intéressant du point de vue académique, pas forcément pertinent du point de vue clinique. Mais en fait, oui,
dans cette sous-étude, nous avons étudié 58 patients qui ont été l'objet des deux études, donc on pouvait comparer. Nous avons mené une analyse en régression logistique multivariable. Nous avons introduit les variables incluses dans le modèle, les données issues de la biopsie notamment, et en tout cas l'atrophie n'était pas corrélée à la faiblesse. Le seul marqueur associé à la faiblesse était l'activation de l'autophagie. Je crois que ça soutient notre hypothèse. Voici mes conclusions donc. Comparé à la tolérance d'un grand déficit calorique pendant un épisode critique, une alimentation parentérale précoce n'a pas empêché les signes d'une atrophie musculaire, a augmenté l'incidence de la faiblesse qui s'installe en réa et a supprimé le ratio LC3-2 sur LC3-1, a augmenté l'accumulation de l'ubiquitine dans les muscles squelettiques. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much for